Claude Muller, bonjour. Le Salon du Livre de Pérols nous permet de nous retrouver après une première rencontre dans les studios de Chéri 106 et Tandberg à Marignane. Alors vous présentez ici un roman policier intitulé La Brigade des Caves. Alors tout de suite une question, pourquoi ce titre ? D'abord, bonsoir Nelly. Ce titre fait référence à un groupe de tortionnaires de la Gestapo qui a sévi pendant la Deuxième Guerre mondiale à Marseille, au 425 rue Paradis. Il se trouve qu'un crime a été commis à Aix-en-Provence, dans la cave d'un immeuble social. Et c'est à partir de ce crime qu'on va remonter jusqu'aux années 40. Autrement dit, le crime actuel replie l'histoire sur ce qui s'est passé des années auparavant, à l'insu naturellement des protagonistes. Alors, est-ce que La Brigade des Caves est un roman historique ? Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur le travail de Paul Ricoeur et vous répondre qu'entre histoire et fiction littéraire, il n'y a pas à proprement parler de différence. Le travail de l'historien repose sur une part d'imagination et la fiction littéraire repose elle aussi sur une grande partie de réel. Autrement dit, la différence est extrêmement mince. Non, ça n'est pas un roman historique, mais de toute manière, roman ou histoire, il n'y a pas de différence. Alors l'actualité quotidienne nous amène chaque jour son lot de crimes en série, tous plus horribles les uns que les autres. Alors la Brigade des Caves, c'est au contraire une mécanique à la Hitchcock avec tous les moyens d'investigation modernes. Et c'est vraiment à la fin que l'on comprend les ressorts psychologiques de l'intrigue. On a le sentiment que la force de votre roman vient de la tension entre les personnages qui est révélée par leur comportement. Alors la pulsion brutale ne joue finalement qu'un rôle secondaire. Alors peut-on parler d'un roman policier psychologique ou de psychologie des lieux, en somme de géopsychologie, parce que les lieux que vous peignez avec des mots d'une grande efficacité sont tous inquiétants et chargés d'histoire. C'est une question complexe et vous êtes une lectrice attentive. Je vous remercie de me la poser selon la tradition. Il se trouve que dans les romans policiers classiques, les seules questions qui intéressent le lecteur et les auteurs, c'est qui est la victime, comment et quand a-t-elle été assassinée, et à partir de ces recherches, on en arrive à qui est le coupable, bien entendu. Or, Boileau et Narcejac font remarquer que la victime est un cadavre oublié dans un roman policier. D'autre part, les lieux sont, dans les romans policiers ou non, souvent interchangeables. Ils n'ont pas une grande signification. C'est sur ces points-là que j'ai travaillé parce que mon personnage, Lydie Le Quéré, étudiante ou journaliste, on le découvrira par la suite, fonctionne selon 3 lieux. Elle est d'abord rattachée à des hôtels particuliers en plein Aix, dans les anciens quartiers, et au camp des Milles, le camp des Milles qui a été un de ces camps de rétention de la France pétainiste comme Gurs et Rivesaltes. Et le 3e lieu, c'est le village de Signes, où ont eu lieu 2 massacres, le 18 juillet et le 12 août 1944. C'est sur ces 3 lieux que fonctionne Lydie Le Quéré. Son regard et sa mécanique intellectuelle font l'objet donc d'une enquête. C'est une espèce de kaléidoscope qu'on va tourner imperceptiblement d'un petit angle pour passer à travers le cerveau de Lydie Le Quéré. Autrement dit, c'est une enquête sur une enquête. Oui, alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette fausse étudiante assassinée si présente dans le roman ? Sans déflorer le sujet, je dirais que Lydie Le Quéré avance masquée dans un groupe où tout le monde est masqué. Et précisément, son problème, c'est de faire tomber des masques, mais les résultats de son enquête deviennent une menace, puisqu'elle travaille en tant que journaliste, à publier ses révélations.
Donc, sa recherche de vérité peut aboutir à un séisme. C'est ça, et c'est ce qui se passe. Le parcours de cette journaliste est aussi lié au personnage du peintre Vols, qui a été interné à la Tuilerie du Camp d'Émile, pas très loin d'ici. La couverture de votre livre fait référence à la peinture. Alors, qui était Vols ? Était-ce un personnage imaginaire ou réel ? Personnage imaginaire, non. Vols a réellement existé. C'était un artiste allemand, Wolfgang Schulze, qui en a fait donc un acronyme. Il a exercé diverses professions en Allemagne avant de partir en Espagne, où il a été professeur d'allemand, chauffeur de taxi, avant de se faire expulser. Alors lorsqu'il revient en France, il monte dans la région parisienne et on le retrouve interné à la Tuilerie d'Émile. Il est libéré en 1940 par son mariage avec Gréty, qui était sa mécène, qui lui avait déjà, dès 1932, fait connaître des artistes comme Arp, Giacometti. Le problème de la vie de Vols déjà est un point de départ, mais ce qui est important, c'est que c'était un alcoolique, un ivrogne notoire, qui a perdu beaucoup de ses œuvres. La brèche dans laquelle je m'engouffre, c'est précisément que sont devenues ses œuvres. Elles n'ont pas été perdues pour tout le monde, manifestement. Du moins, c'est ce que j'imagine. Puisque, en tout cas, Vols avait suffisamment de mémoire pour savoir qu'il ne les avait pas détruites. Donc, en lisant La Brigade des Caves, on s'attendait à une allusion au pillage par les nazis du patrimoine artistique, comme c'est le cas, par exemple, dans certains films comme Monuments Men de George Clooney ou encore La femme au collier de Simon Curtis avec Hélène Mirren. Mais là encore, vous surprenez le lecteur parce que c'est une affaire complètement différente que vous nous proposez. Oui, effectivement, c'est une affaire dans laquelle les Allemands sont vraiment hors jeu. L'occupation allemande joue un rôle, certes, mais uniquement en arrière-plan. En fait, c'est une affaire bien française, qui est une affaire de circonstance, une coïncidence, le fruit du hasard. Alors, impossible d'en dire plus sans révéler le sujet, mais dans la réalité, est-ce qu'il y a réellement eu des cas de spoliation révélés par des journalistes ? Effectivement, il y a 2 anecdotes que j'ai gardées en mémoire pour écrire ce livre. D'une part, la révélation par un journal de décoration, un magazine de décoration plus exactement, où des descendants de gens spoliés ont reconnu des œuvres qui appartenaient à leur famille et qu'on retrouve dans la demeure d'un notable français. Donc, un magazine qui fait le hasard. Et d'autre part, il y a ces affaires d'authentification de tableaux de peinture par des imposteurs autrichiens qui sont des collectionneurs ou des brocanteurs qui signent des certificats d'authenticité et de propriété pour des tableaux qu'ils n'ont jamais vus, qui ne leur sont jamais passés entre les mains, qu'ils n'ont jamais vendus eux non plus, donc, mais pour lesquels ils se font payer à prix d'or. Alors j'en reviens à ma question du début. C'est un polar qui fonctionne sur autre chose que les questions primaires, les pulsions primaires, pardon. Rien à voir avec des assassins comme Guy Georges ou Thierry Paulin. D'ailleurs, dans vos autres polars, vous situez le crime sur le terrain de l'espionnage politique et économique, plutôt. Je pense à Da Capo, à Chaud et Froid, roman dans lequel apparaît le commandant Viala, qui est présent dans la Brigade des Caves. Vous n'êtes pas intéressé par la violence pulsionnelle ? La violence pulsionnelle en soi aboutit à faire jouer le crime dans la cour de l'hôpital psychiatrique. C'est assez court, mais ces pulsions primaires, il faut quand même arriver à les dépasser, disons, dans l'univers romanesque, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et je vais citer ici quelques phrases de Marjorie Nicholson, qui était la directrice du département de lettres de l'université de Columbia à New York, et qui disait qu'il fallait présenter dans une littérature qui allait s'évader des hommes et des femmes prisonniers de leur glande, mais il fallait présenter donc des hommes et des femmes capables d'ourdir un plan. Et sur ce registre-là, effectivement,
des gens comme Guy Georges ou Thierry Paulin sont relativement peu intéressants. Là, nous sommes sur le plan romanesque, évidemment. Lorsqu'on a affaire à un violeur récidiviste machiavélique, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors, sur quoi repose ce texte, en fait, si on lui enlève ce côté trash ? C'est un texte qui repose à ce moment-là sur une pulsion tout à fait primaire, c'est la vengeance. Voilà, c'est un ressort élémentaire sur le plan psychologique, mais toujours aussi efficace. Alors de toute évidence, de tels romans ont demandé une grande préparation, notamment en matière de documentation, espionnage économique, services secrets, psychiatrie, domaine artistique. Chaque roman aborde une nouvelle thématique. Comment travaillez-vous ? Bien, je travaille, disons, à la manière de Voltaire et de Stendhal. C'est par nature, on a des façons de travailler qui sont tout à fait spontanées. Donc je ne fais pas comme Balzac des corrections incessantes tous les 2 jours pour revenir sur un mot, sur une virgule, ce qui rendait fou son imprimeur. Donc j'accumule des notes, ensuite je fais le tri. L'effort essentiel doit porter sur la stylisation. Voilà. Alors on ne peut pas se quitter sans parler d'un texte totalement étranger au roman policier que vous avez écrit. Il s'agit d'un récit de 170 pages, plutôt bref, intitulé « Replacer quelques pavés d'une voie de passage » aux éditions Itinéraires, que j'ai lu personnellement en une journée. Je l'ai dévoré. Alors c'est un texte déroutant qui tient du roman par les premières pages, de l'essai par moments, du billet d'humeur polémique constamment, ça oui. Vous y parlez de vous, mais finalement très peu, pour vous livrer à une critique plutôt féroce des institutions et parler surtout des autres, de ces gens qui ont croisé votre route. Alors vous étriez tour à tour l'enseignement que vous connaissez bien, puisque vous avez été professeur, la police, la justice, la médecine, la religion, la politique. Donc en toute objectivité, vous évoquez aussi des gens dans lesquels on peut avoir confiance, sur lesquels on peut compter, avec des guillemets, pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur. Alors, pourquoi ce texte si virulent et si violent même par moments ? Je répondrai par une question. Pourquoi croyez-vous que les Gilets jaunes soient apparus là, depuis 2018, depuis la fin de l'année 2018 ? En quelque sorte, mon texte était prémonitoire, puisqu'il a été publié en juillet 2017. Ce qui est intéressant pour moi, c'est de constater que le système dans lequel nous vivons a perdu toute crédibilité et toute respectabilité, et que l'ancien régime déguisé est toujours là. C'est là que nous vivons. Ce qui est également, pour moi, important, c'est que, bien qu'ayant travaillé sur l'autobiographie, ça n'est pas une autobiographie au sens strict du terme. Je me suis appuyé sur quelques faits saillants et je tends le miroir, moi qui n'ai pas de goût pour le miroir, je tends ce miroir aux autres. Ils y trouveront ce qu'ils y voudront, que ce soit déplaisant ou pas, ça va être égal. Mais il y a un moment où il faut faire le bilan, parce que écrire est un acte de liberté. Et je combats également une idée reçue, c'était mieux avant. Eh bien je réponds non, non ça n'était pas mieux avant, franchement, d'après ce que j'ai vécu. Mais cela dit, la nostalgie, je pense, est réservée, c'est un luxe réservé, un dessert qui est réservé aux gens qui ont été invités à la bonne table de la vie. Pour ma part, j'ai été relégué aux cuisines. Je m'en tiendrai à ça. Alors, j'ai encore une question qui brûle les lèvres. Pourquoi écrivez-vous, en fin de compte ? Réponse en 3 mots qui sont de Saint John Perse, pour mieux vivre. Quels sont vos auteurs préférés, Claude Muller ? Je citerai alors Jean-Claude Izzo pour son humanité, Jean Echenoz pour son élégance et Michel Onfray pour son courage. Claude Muller, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview passionnante. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir votre univers littéraire, je vous rappelle le nom des œuvres. Donc il y a Da Capo, Chaud et froid, les 4 saisons de Moraldi sur KDP, ce sont les liseuses tablettes après avoir été éditées en format papier, si mes souvenirs sont bons. Replacer quelques pavés sur une voie de passage aux éditions Itinéraires. Évidemment, La Brigade des Caves aux éditions Sidney Laurent.
On peut également suivre votre activité sur Facebook, sur la page Claude Muller et sur la page Plumitif. Merci beaucoup Claude Muller. Merci Nelly.